Ce soir, donc, mon intention allait être, de vous partager, mon histoire, en fait, par rapport à l'argent. Parce que, certains la connaissent un petit peu, mon histoire financière, mais j'ai envie de vous la raconter parce que ça a été, une source de limitation beaucoup, dans ma vie et que, j'ai envie de partager vraiment tout ce que j'ai intégré ces dernières années, pour, je l'espère, vous permettre de changer votre regard sur l'argent et de bien comprendre que finalement l'argent, c'est un reflet de nous-mêmes, en fait. Donc l'argent, pour moi, n'est jamais la racine du problème et quand on rencontre des difficultés avec l'argent, ça va être intéressant d'aller vraiment se demander qui on est avec cet argent et pourquoi on peut se sentir parfois, diminué, en fait, ou en manque ou voilà. Il y a un certain temps, j'avais mis en avant quelles étaient mes valeurs importantes et justement, j'avais à la fois la liberté et la sécurité qui ressortaient à cette époque-là et c'était compliqué, en fait, pour moi de d'allier ces 2 valeurs et c'est vrai que c'est là où on peut voir que l'argent, la relation à l'argent est vraiment un miroir de notre relation à nous-mêmes et de nos propres paradoxes. Donc finalement, c'est d'aller trouver un terrain d'entente, avec soi-même pour, pour essayer d'allier les 2. J'avais envie de commencer par vous raconter un petit peu, mon histoire, pas pour vous raconter ma vie pour vous la raconter, mais vraiment parce que je pense que ça peut faire écho et que moi je sais que j'ai souvent des prises de conscience quand j'écoute, des histoires, personnelles et surtout des compréhensions qui sont associées. Donc moi pour la petite histoire, je vais pas remonter à ma naissance, hein, je vous rassure. J'ai grandi dans un environnement plutôt, privilégié où on va dire que dans mes souvenirs, je n'ai pas de souvenirs particulièrement de manque, pendant ma petite enfance et encore que j'ai envie de dire quoique. Parce que, donc moi mon papa était, entrepreneur, ma mère a arrêté de travailler quand je suis née et mon père a monté sa boîte quand j'avais 7 ans et en fait, quand il a monté sa boîte, il l'a montée avec son frère et en gros, ils ont tout misé, ils avaient pas vraiment d'ailleurs grand-chose à miser, mais ils ont pris des gros risques, des hypothèques et cetera et la première année de leur entreprise, ils ont risqué la faillite parce qu'ils ont eu d'une part un procès de leur ancien employeur pour concurrence déloyale et en plus, une dette familiale contractée par ma grand-mère, leur propre mère, qui a failli les foutre sur la paille. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire que je m'en rappelle pas parce que moi j'ai toujours eu, ce dont j'avais besoin. J'ai grandi, voilà, sans aucun manque. On a eu une belle maison, de plein de belles choses. Mais je trouve que c'est important de se rendre compte que même quand on est enfant et que, en apparence tout va bien, on est des êtres énergétiques et on ressent les vibrations et je pense que si vous êtes là, vous êtes toutes des personnes particulièrement, sensibles aux énergies, dirons-nous et que du coup tout ça, toutes ces peurs, même si nous ont été, camouflées parfois pour, éviter de nous inquiéter, on les a, ressenties profondément, dans nos émotions, dans notre corps, et c'est des choses qui ont pu venir un petit peu, se cristalliser en nous, quoi. Un malaise qu'on pouvait ressentir sans pour autant qu'il ait d'explication, mais avec lequel on a pu, évoluer. En tout cas, moi ça, cette histoire, je la connais et je me suis rendu compte, quand j'ai rencontré certaines difficultés, que je vivais la même chose, comme si je recréais le même traumatisme. Mais alors que je le vivais, j'avais pas du tout fait le lien avec le fait que c'était, un remake de mon histoire familiale. Donc je sais pas si déjà il y a des choses qui peuvent vous faire écho là-dedans, mais, je pense que, pendant l'enfance et tout au long de notre vie, en fait, on va vivre des expériences, qui vont venir, réveiller en nous certaines blessures qu'on porte déjà, avec lesquelles on est arrivé parce que, après on n'est pas obligés tous de croire aux mêmes choses, mais moi je crois aux vies antérieures, donc je pense que déjà dans cette vie on n'arrive pas vierge d'expériences. Donc forcément quand on arrive avec des expériences qui nous ont marquées, pour lesquelles on s'est senti empêché, frustré et cetera, il y a de fortes chances que dans l'incarnation d'après, on revienne avec cette envie profonde de dépasser, cette épreuve-là. Voilà. Donc je pense qu'il y avait quelque chose comme ça déjà. Donc du coup, il y a plein d'autres choses que j'ai notées par rapport à mon enfance. Je me suis dit aussi que finalement, ma mère, par exemple, si je reprends, son histoire,
elle était très douée pour tout ce qui était artistique. Elle aimait dessiner, peindre, elle adorait la décoration, etc. Et quand elle était jeune, elle voulait faire des beaux-arts, en fait. Et très rapidement, sa famille lui a fait comprendre que ce n'était pas un métier. À l'époque, c'était pas du tout envisageable pour ses parents de lui dire vas-y, fais ces études-là. Donc finalement, elle a fait un métier un peu alimentaire qu'elle a bien aimé, mais dès que je suis née, elle a arrêté de travailler, elle s'est occupée de nous. Et je pense que pareil, finalement, quand je remonte même avec grand-mère, etc., il y a toujours eu quelque chose de l'ordre de la femme, elle se réalise pas vraiment en fait. Voilà. Ni par une entreprise, ni par une activité qui est importante pour elle, pour s'épanouir, pour exprimer qui elle est en fait. Donc ça, c'est une deuxième chose que j'ai notée et où je me suis dit, finalement, ces héritages-là, on les porte. On les porte et on les porte pas pour rien, parce que je crois aussi que quand on les porte et qu'on a l'opportunité de les dépasser, finalement, ce chemin-là, on le fait pour nous, mais aussi pour toute notre lignée et aussi probablement pour voilà, nos descendants, pour qu'il y ait des schémas qui s'arrêtent comme ça. Donc, je sais pas si déjà, là, à ce stade-là, dans vos histoires familiales, vous identifiez quelque chose qui pourrait être un schéma répétitif pour vous à ce niveau. Ok. Vous raconter encore voilà, la suite de l'histoire par rapport à l'argent. Donc, pendant très longtemps, je me suis pas vraiment posé de questions face à l'argent. Comme je vous dis, j'avais un environnement qui était confortable, je ne manquais de rien. J'ai eu la chance de faire de l'équitation, d'avoir mon propre cheval, du coup fréquenter aussi des milieux qui étaient plutôt aisés. Donc, tant que j'étais pas indépendante, ça n'a jamais vraiment été une question. Après est arrivé le moment où j'ai quitté l'Uni et il y a eu une première chose. Et vous savez quoi, je suis en train d'en prendre conscience en même temps que je vous le raconte. Une première grosse frustration par rapport à l'argent. C'est-à-dire que donc j'avais ma jument depuis mes 13 ans et mes parents payaient la pension, payaient les soins, les concours, enfin tout ce qui va avec le fait d'avoir un cheval. Et quand j'ai quitté la maison, mes parents ne m'ont jamais demandé de vendre ma jument ou de faire quoi que ce soit. Mais de moi-même, j'ai vite fait mes calculs et j'ai décidé de vendre ma jument parce que concrètement, je voyais pas comment je pourrais financer ça. Voilà, ça représentait quand même une somme de, je pense, pas loin de 1 000 € par mois. Concrètement, quand on démarre dans la vie, on se dit, bah non, ça va pas être possible. Et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que, comme je vous dis, mes parents m'ont rien demandé. Donc, si ça se trouve, ça aurait pu continuer, ils auraient pu sans problème m'aider ou entretenir ma jument, mais il y a des choses où parfois on se limite soi-même par gêne, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Oui. un côté où voilà, la morale fait que ok, tu quittes la maison, et ben il y a des choses ça se coupe et donc là je suis en train de me dire que oui, c'était un premier sacrifice et une première frustration de se dire j'ai déjà pas les moyens d'avoir la vie que j'ai envie de mener quoi. Donc ça me fait réfléchir aussi sur nos enfants, parfois, quand on veut leur faire plaisir à tout prix, c'est bien. Euh, mais je pense que c'est intéressant aussi de travailler cette transition sur le fait de commencer à travailler, à gagner de l'argent, à s'autonomiser eux-mêmes dans leur financement. Ouais. Donc voilà, il y a ça qui m'est venu dans le même temps que je vous le disais. Après, donc, j'ai vécu ma petite vie avec un petit budget parce que malgré tout, je dis ça, mais mes parents, lorsque j'étais étudiante, me versaient un petit peu d'argent pour le temps de mes études et je gérais très très bien mon budget. Et puis après, j'ai eu mon premier vrai métier, on va dire. Je suis rentrée dans la police et j'avais toujours pas vraiment de sensation de manque ou de pas assez. Par contre, oui, je voulais gagner plus. Et du coup, très vite, je suis tombée dans quelque chose où du coup, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que j'avais pas de problème avec ça, parce qu'en plus, c'était des métiers passion. Donc, j'avais d'une part la police, mais j'étais aussi pompier volontaire à côté. Et tant que j'avais pas d'enfant, en fait, je vivais pour le travail avec mon ex-mari.
et ça m'allait bien, d'autant qu'on travaillait ensemble. Donc, très vite, finalement, le travail est devenu ma vie. Pas forcément avec des intentions de je veux gagner plus, mais malgré tout, si, quand même, je pense. Donc voilà, jusque-là, ça allait bien aussi. Mais, mais je me suis un peu butée au travail, hein. Concrètement, j'étais quand même fatiguée. Je travaillais la journée dans la police, la nuit, je prenais des gardes. Des fois, du coup, je dormais pas. Et il y avait comme une espèce de satisfaction de je suis une Wonder Woman, quoi. Je suis trop forte. Je peux faire tout ça. Je sais pas, je me complaisais un petit peu dans ce côté, de toujours devoir faire plus, prouver que je suis capable de faire beaucoup, et hem et au bout d'un moment, c'est un peu épuisant et puis surtout, après est arrivée l'étape, où j'ai, voulu avoir des enfants, où j'ai voulu aussi acheter mon appartement et je crois que les 1res peurs financières sont arrivées à ce moment-là, les vraies. Il y a eu déjà, l'achat de mon premier appartement. Donc, à l'époque, il y avait pas beaucoup de documents à fournir pour acheter un appartement, pas beaucoup d'informations sur, les charges de copro, les travaux de ravalement et cetera et cetera. Et je me souviendrai toute ma vie, j'ai acheté, cet appartement donc avec mon ex-mari, j'étais enceinte de mon premier enfant et j'étais contente de le faire, mais il y avait quand même une peur de, est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Est-ce que je vais gérer? Et en fait, hem, bah, il y a quelque chose qui s'est manifesté très vite, une première petite catastrophe, avec laquelle je fais le lien aujourd'hui sur, mon pouvoir de manifestation. Je pense que j'ai toujours eu un pouvoir de manifestation assez fort, mais on manifeste à partir de ce qu'on est et de ce qu'on vibre, de nos pensées, de nos croyances. Et là, comme j'ai eu peur, et ben, ce qui s'est passé, c'est que, 6 mois après avoir acheté cet appartement, il y avait, la toiture plus le ravalement de façade qui était, votés, les 2 en même temps. Et donc, d'un seul coup, je me suis retrouvée avec mon crédit, qui était déjà, calculé bien au taquet de ce qu'on pouvait faire. Le fait que j'avais un enfant qui arrivait et que donc les pompiers, bah, par exemple, j'allais, arrêter, donc j'allais gagner moins d'argent. Plus, ben, tous les travaux de l'appartement à payer, plus les joies de la copropriété où, tu es censé avoir, 200 de charges et puis finalement tu as des rappels tout le temps donc ça finit à 350 ou 400 par mois. Donc ça a été ma première expérience et je me revois encore. C'est pour ça qu'il y a des choses, des situations qui nous marquent et on s'en rend pas forcément compte sur l'instant. Mais quand ça nous marque de cette manière-là, si on n'en a pas conscience, et à l'époque je n'avais aucune conscience de tout ça, on va les cristalliser ces énergies-là. Et je me souviens de quand j'ai reçu le courrier où on nous disait qu'il fallait sortir, bah je sais plus, pas loin de 15 000 euros pour les travaux de l'immeuble. Mon ex-mari m'avait dit: «Mais ça va, on va pas finir au Resto du Cœur» ou un truc comme ça, il m'avait dit. Et moi, en fait, j'étais vraiment angoissée. Donc bon, on a quand même géré, ça s'est fait, mais il y avait quand même beaucoup de peur. 4 ans plus tard, on décide de vendre cet appartement. On trouve, une acheteuse. Non, on trouve d'abord une maison à acheter. Moi, j'aime bien faire les choses, je veux de la sécurité, mais en même temps, je vais vraiment dans les situations absolument pas sécuritaires. Donc je trouve une maison, je m'engage sur cette maison, je prends un prêt relais. Donc pour la maison, certains connaissent l'histoire, elle est magnifique cette histoire. La maison est arrivée, sur un plateau, exactement avec les critères que je voulais, tout comme je voulais, c'était magique. Le deuxième effet qui se coule, c'était la gestion de la peur, du coup, que je n'ai pas du tout gérée. Donc très relais, trop contente d'avoir ma nouvelle maison et là, le mental qui se met en route, OK, très relais, c'est 1 an maximum, d'accord, donc faut payer en double, OK, comment on va faire? Et là, je me suis mis en mode, ça va être la merde. Ça va être la merde, c'est sûr, on va avoir des problèmes. Bon, je vous la fais courte, on a mis, plus d'1 an à vendre l'appartement. On est arrivé jusqu'au point où il fallait arriver à la banque pour demander une extension du prêt relais parce que sinon on allait payer encore plus, que ce qu'on payait déjà et qu'ils nous mettaient comme ça. Et et en fait, je sais aujourd'hui que j'aurais pu éviter ça. Je suis persuadée d'avoir tout bloqué par mes peurs, en fait.
Je me souviens qu'on est allé jusqu'à la banque où, malgré tout, j'ai toujours eu ce sursaut de, comme s'il fallait que j'aille dans la peur, vraiment bien m'y confronter, et d'un seul coup, un sursaut de non, mais ça va pas se passer comme ça en fait. Et je me souviens de ce rendez-vous bancaire où la banque m'avait dit bah c'est pas sûr qu'on pourra renouveler au bout d'un an. Donc j'ai dit bah qu'est-ce qu'on fait si on peut pas renouveler ah bah vous devrez payer les 2 mensualités. Je dis non mais là on s'en sort pas, on vient vous voir pour vous dire qu'on s'en sort déjà pas. Donc comment on fait en fait? Ah bah je sais pas, vous pouvez peut-être voir avec votre famille. Je dis non mais ma famille c'est pas ma banque en fait. Donc et là il y a le je pense que la fameuse puissance intérieure quand tu es au fond du trou, entre guillemets, qui est ressortie, et je leur ai dit, alors je vous le dis, j'ai fait les calculs, je suis déjà à 40% d'endettement. Si vous exécutez ce que vous êtes en train de me dire, on va être à 60%. Je peux vous dire que si on coule, vous allez couler avec nous. En gros, c'est ce que je leur avais dit à l'époque. Bizarrement, ils ont trouvé des solutions. Du moment où il y a eu la solution, comme par hasard, j'ai vendu parce que j'ai été soulagée. Donc, si je vous raconte ça dans le détail, c'est vraiment pour se rendre compte du processus, quoi. Quand on flippe, on a le droit de flipper, mais on pose les choses, on regarde les choses, on accueille la peur et on se rassure de suite sur les solutions. On ouvre vraiment le champ des possibles sur il y a forcément une solution. Ce que je sais aujourd'hui par expérience, et je vais continuer à vous raconter les catastrophes et les réparations que j'ai eu à faire dans ma vie financière. Mais en vrai, quand on vit quelque chose sur n'importe quel plan, financier, amoureux, professionnel, tout ce qu'on veut, si on le vit, c'est une expérience pour pouvoir élever notre conscience et, et apporter un changement vibratoire par rapport à cette expérience-là. La vie, elle est à notre service. La vie, elle est là pour nous permettre d'évoluer. Elle n'est pas là pour nous enfoncer. Jamais. Jamais, jamais. Par contre, nous, notre petit démon intérieur, il sait très très bien le faire, là, creuser le trou et dire allez viens, on va aller tout au fond, on va bien patauger, et puis euh, et puis on va entretenir ça. Donc je sais, il n'y a aucun jugement quand je dis ça, c'est absolument pas conscient quand le mental il se met en route, qui part dans tous les sens et qu'on est en train de créer le scénario catastrophe. Bah, je veux juste rappeler que c'est un processus, que notre mental, bah, chaque fois qu'on sort un peu des clous de ce qui paraît sécuritaire pour lui, on a parlé de sécurité tout à l'heure, la notion de sécurité, elle est hyper vaste, c'est-à-dire que on n'aura pas tous du tout les mêmes besoins pour se sentir en sécurité. Et j'irai plus loin, la vraie sécurité, c'est un sentiment intérieur. C'est cette foi justement que tout est toujours juste, qu'on a les solutions en nous, et qu'en fait, euh, il y a, y a jamais rien d'insoluble. Jamais. Est-ce que ça vous parle un petit peu? C'est des choses qui vous ont... Ouais, ok. Donc je continue. Donc là, je me remets d'aplomb du coup, j'ai vendu, ça va beaucoup mieux. Sincèrement, j'ai aucun souvenir de problèmes financiers les années où je suis sans trop de transition. Euh, mais c'est pas drôle si on s'arrête là. Du coup, 4 ans plus tard, après avoir acheté cette maison, bon là, je vis une cata dans mon couple, en fait. Ça va plus du tout. J'ai envie de partir. Je me sens plus à ma place. Ça fait des années que j'ai envie d'avoir un troisième enfant, que j'ai envie d'avoir une maison avec un vrai jardin, etc. Et que mon ex-mari ne veut pas. Bon, arrive le moment où j'envisage de partir. Il n'est pas du tout OK avec ça. Il me dit tout ce que j'ai besoin d'entendre pour que j'ai envie de continuer, d'y croire. Et là, qu'est-ce que je fais? Sinon, c'est pas drôle. Eh ben, on achète une nouvelle maison. D'accord? Une nouvelle maison en pré-relais, parce que on l'a déjà fait une fois, on peut y aller une deuxième, il n'y a pas de problème. Et là, je fais une petite parenthèse, parce qu'en fait, je l'ai déjà dit dans des posts ou dans des partages, mais ma liberté aujourd'hui, je sais que la liberté, c'est vraiment ma valeur number one. Et pourtant, je me suis mis plein de fois dans des situations hyper liberticides. C'est-à-dire que là, je veux quitter mon conjoint, je laisse une chance au truc, mais je pouvais le faire en mode tranquille, quoi. On va voir. Ben non,
puis on y va et on met le paquet, on y va, mais pas qu'à moitié, on se met un bon gros, une bonne grosse chaîne, au pied, on va dire. Donc bref, voilà, on achète une nouvelle maison, très relais, pareil, la maison, manifestation. Je la trouve, j'arrive à la trouver sans agence, on fait une offre bien en dessous du prix, comme pour les précédents biens. Ça passe, nickel, très relais. On s'installe. J'adore ma maison, je suis contente d'y être, mais alors c'est l'enfer, en fait, parce que dès qu'on est dedans, je sais qu'en fait, la relation, elle est finie. Et que là, si je pars, j'ai pas une maison à vendre, j'en ai deux. Voilà, sinon c'est pas drôle non plus. Donc du coup, c'est pas ça qui m'arrête. Je décide de me séparer. Il s'en va de la maison. Je me retrouve à gérer la vente des deux maisons, les enfants, les visites, le travail, l'éloignement, parce qu'en plus, hein, j'ai pas fait un truc euh, non plus, comment dire, sécuritaire. C'est-à-dire qu'on achète une maison au fin fond de la Cambrousse, avec personne, pas d'entourage autour, à 1 heure de mon boulot. Ça coûte pas cher en essence, c'est bien. Et une grande maison, hein. Donc quand t'es deux avec des salaires confortables, il y a pas de problème. Mais là, juste pour avoir une idée, j'ai juste 300 balles d'électricité mensuelle, 200 balles de frais de route, un crédit bah, bien taquet aussi. Donc voilà, je suis bien. Je suis séparée, 2 enfants en bas âge, 2 baraques à vendre, épuisée, vidée. Vous imaginez mon niveau d'énergie, mon niveau d'angoisse. Donc vous imaginez aussi toutes les manifestations qui vont avec. Donc plein de galères. Mais, mais je sais pas, il y a quand même un truc au fond de moi qui me dit que ça va s'arranger. Donc on continue de se battre et de pédaler dans la semoule. Je finis par prendre des décisions parce qu'en plus, oui, au-delà de ça, donc je paye tout ça. Mon ex-mari s'implique pas du tout dans les ventes des maisons, et me menace de me réclamer un loyer puisque j'occupe notre maison. Comme voilà, je pouvais gérer en plus un loyer, il n'y avait pas de problème. Et ben là, ce que j'ai compris avec le recul, hein, parce que sur le moment, je peux vous dire que j'étais plus en mode, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ça y est, tu prends une décision pour toi et en fait, tu crées un enfer. Ben non, c'était pas ça le truc. C'est que oui, j'avais décidé pour moi, mais avec tellement de culpabilité, bah que je vibrais ça et que c'était une porte ouverte finalement à bah ouais, à appuyer sur cette sur cette plaie ouverte, on va dire. Donc, je décide finalement de mettre un terme à ça parce qu'il y a plein de choses qui vont avec ça. C'est que bah, il y avait de l'abus de sa part sur voilà la gestion des comptes. Par exemple, on avait pardon, un compte joint et sur lequel il y avait de l'argent qui devait servir notamment par exemple pour les impôts ou des choses qui étaient en commun encore et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et ben monsieur avait décidé d'acheter des cadeaux à sa nouvelle compagne avec l'argent des impôts et puis de me dire ah bah t'es pas contente, hein, t'as plus de cadeaux. Et j'en ai rien à foutre des cadeaux. En fait, je veux juste qu'on puisse payer nos impôts. En fait, c'est juste la base. Donc ça, en fait, encore une fois, ce que j'ai compris, c'est que la vie, tant que tu mets pas les hauts là sur certaines choses, que t'es pas aligné avec toi, que t'es pas en paix avec les choix que tu fais, même si y a une part de toi qui sait que ce sont tes choix et qui sont juste pour toi, bah t'as une autre part qui est en lutte et qui en fait bah, vibre ouais la culpabilité, la honte, enfin ça appelle à tout un tas d'injustices. Et donc en fait à quel moment ça a pu changer ça, bah c'est quand j'ai mis Léo là, que j'ai pris les devants en disant bon bah en fait je vais la maison je pars. Comme ça, il n'y a plus d'histoire de je te dois un loyer, j'assume mes frais toute seule ou quoi que ce soit. Je prends une location pour moi, j'assume mes charges, mais ensuite tout le reste, ben, on va le partager. Donc c'est ce qu'on a fait. Euh, donc là, entre-temps, j'avais vendu une des deux maisons, donc il y avait quand même un premier soulagement. Mais je suis restée quand même, je pense, 1 an avec ces deux maisons sur le dos. J'ai quitté la deuxième maison. Et ensuite, j'ai mis, accrochez-vous, 3 ans en tout à vendre la deuxième maison. J'aurais aimé
connaître vraiment la manifestation consciente, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, ça me parlait vaguement, mais j'avais pas vraiment compris ce que ça voulait dire. Je pensais qu'il suffisait d'être tout le temps dans le positivisme, de faire bonne figure, d'être gentil et d'attirer voilà, des choses en miroir. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'avais rien compris. La manifestation consciente, c'est une histoire de vibration. C'est une histoire d'être en paix avec soi-même, c'est d'être juste avec soi-même, c'est d'être dans l'amour de soi-même et d'être capable de se prioriser aussi. Même si, dans certains cas, on se rend compte qu'on fait «mal» entre guillemets à l'autre en prenant des décisions pour soi. Mais finalement, il y a quand même quelque chose qui est important à comprendre, c'est que quand ça fait mal à l'autre, à partir du moment où il y a pas d'intention de nuire, hein, on est d'accord, hein, on parle d'une décision juste de quitter par exemple ou de mettre fin à une relation, on a le droit en fait. Et la peine de l'autre, elle nous appartient pas en fait. Oui, faire les choses correctement, d'accord. Se sacrifier parce que on culpabilise de faire du mal à l'autre, bah non, parce que je crois qu'on a tous notre chemin à vivre et que la souffrance de l'autre, eh ben, il doit la vivre en fait aussi et travailler sur ses propres blessures dans ce cadre-là, quoi. Et moi, ça, c'est ce que je me suis refusée de faire pendant des années, c'est que j'ai toujours fait passer les autres avant et j'ai mis de côté le fait d'aller voir moi comment je me sentais, en fait. Donc forcément, mes vibrations, il y avait du drama quand même, beaucoup de drama. Et puis pour aller un peu plus loin, bah, j'étais policière à l'époque, donc en plus à ce moment-là, je travaillais à la brigade des mineurs, donc à traiter des dossiers quand même assez atroces toute la journée, même si on avait une très bonne ambiance entre nous, entre collègues, et heureusement d'ailleurs, parce que moi, bah, je pense que si mes collègues n'avaient pas été là, ça aurait été vraiment très très difficile. Et voilà, donc tout ça pour dire que euh, tout un tas de décisions ont découlé de ces histoires assez douloureuses, avec des transitions au fur et à mesure. Et est-ce que ça aurait pu être plus fluide? Évidemment, ça aurait pu être plus fluide. Est-ce que je regrette que ça ne l'ait pas été? Non, parce que je pense pas que je pourrais transmettre autant de choses aujourd'hui dans mes accompagnements si j'étais pas passée par ces étapes-là. Elles auraient pu être plus courtes, hein, sincèrement. Mais en tout cas, on a un chemin qu'on suit. Et la vie va nous amener à venir se confronter à des expériences bah, pour regarder ce qu'on porte en nous, en fait. Ces traumas, etc. Moi, je suis pas pour passer 10 ans sur les blessures intérieures. C'est pas la question. C'est vraiment d'être dans la vie, d'écouter son cœur, de s'aligner à ce qui a vraiment envie d'être réalisé dans nos vies, en fait. Et sur le chemin, voilà, quand on essaye d'avancer et qu'on sent qu'on est ralenti, bah, d'aller observer en fait en quoi c'est une opportunité d'élévation pour nous en fait. Donc voilà, ça a continué comme ça. Comme j'ai quand même un instinct de survie assez prononcé et aussi l'envie de vivre des choses extraordinaires depuis toujours, hein. Ça c'est vraiment quelque chose. Enfin, je veux dire le choix des métiers que j'ai fait, les choix que j'ai fait dans la vie, ça correspondait aussi à une envie de vraiment vivre des expériences extraordinaires. Alors moi, je suis allée les vivre dans l'extraordinaire un peu noir, quoi, du coup. Mais il y avait un côté besoin d'adrénaline, vous voyez? Ce côté où moi, je me rappelle qu'à 18 ans, je disais: je ne supporte pas la routine, en fait». Donc c'est vrai que tous ces métiers que j'ai pu choisir, c'était aussi, bah, pour pas tomber dans voilà, une petite vie où il se passe tout le temps la même chose, où il y a pas de changement, mais le truc, c'est que, on se rend pas compte qu'en fait, heu parfois, on se met dans des situations, comme je le disais, qui vont être liberticides, stressantes, et on se rend pas compte qu'il y a une forme d'addiction à ça. Une addiction au drama aussi. Je me souviens par moments où c'était plus calme dans ma vie, hem, c'est comme si c'était vide. Je me le disais pas comme ça, mais après coup, je me dis: «C'est limite, j'avais peur de me faire, vous voyez? S'il se passait plus rien». Et ça, c'est totalement inconscient. Il faut savoir que notre cerveau, si on l'occupe pas, qu'on lui donne pas une direction, il va aller chercher la merde, hein. Parce que
parce que ça, ça crée une forme d'excitation, en fait, ce stress. C'est chimique, hein. Donc l'idée, c'est de comprendre aussi comment on fonctionne, comprendre qu'on est vraiment, ouais, des êtres complexes quand même et plein de paradoxes et de se rendre compte surtout qu'on fonctionne à partir de programmes téléchargés, on va dire. On est arrivé, comme je le disais, avec, nos vies antérieures, nos expériences de vie antérieures. Ensuite, on a choisi des parents. Moi, je suis persuadée qu'on choisit, les familles dans lesquelles on s'incarne. Donc, des fois, il y a des gens que ça fait bondir parce que c'est vrai que quand tu t'es incarné dans une famille dysfonctionnelle, tu as du mal à croire qu'à un moment, ton âme, elle a pu se dire: «Tiens, je vais choisir ça pour m'élever». Mais pourtant, si, je suis persuadée qu'on choisit, certains gros défis, pour justement, transcender ça, en fait. Donc moi, j'ai pas choisi, la famille dysfonctionnelle, dans l'enfance, mais j'ai créé une famille, dysfonctionnelle avec mon ex-mari, et je suis allée, voilà, faire des métiers comme la police ou les pompiers et côtoyer du dysfonctionnel, plus. Mais finalement, qu'est-ce que j'en retire? C'est que j'ai appris énormément sur la nature humaine, le fonctionnement et le fait que, bien souvent, je crois pas à la méchanceté pure en fait, hein, je crois juste qu'il y a beaucoup de gens qui sont blessés. Certains arriveront à trouver leur lumière et d'autres, vont se battre avec leurs ombres et fonctionner en pilote automatique et parfois, commettre des actes qui sont, bah, terribles quoi. Voilà. Mais ça reste des comportements et je pense que c'est super important de dissocier le comportement de la personne et la relation à l'argent, c'est aussi un comportement. En automatique, en pilote automatique, qui va être conditionné par justement les croyances qu'on a eues pendant l'enfance, nos expériences de vie, beaucoup, ouais, beaucoup les expériences de vie, ce qu'on va, ouais, pendant assez longtemps, je pense, tant qu'on fait pas un travail de fond sur sa relation à l'argent, bah, on est en pilotage automatique et à moins d'avoir, évolué dans un environnement où l'argent est très, très bien, géré et très bien expliqué, où c'est pas tabou, où, bah, en fait, souvent, on se rend compte que, voilà, on n'est pas à l'aise avec ce sujet-là. D'ailleurs, en France, c'est quand même un sujet qui est ultra tabou. Pourquoi, en fait? Pourquoi il y a tout ce tabou autour de l'argent? Donc pour poursuivre, à un moment donné, j'ai fait des choix parce que j'ai regardé ma vie et je me suis dit: «Bon, je suis divorcée». Là, l'argent était vraiment au cœur de mes préoccupations, hein, quand on se retrouve maman solo avec un petit, 2 petites 5 et 7 ans, je me disais: «Je suis policière, je travaille énormément. Finalement, ce que je gagne, ça me permet même pas de couvrir mes charges». Alors que le salaire était pas ridicule, mais c'était juste que les charges que j'avais, la vie que j'avais faisait que ça couvrait pas. Et clairement, j'étais dans une optique de, ce sera pas ça ma vie, en fait. Moi, j'ai envie de pouvoir faire des choses avec eux, j'ai envie de me sentir en sécurité, et cetera. C'est là que, j'ai décidé, du coup, comme je m'étais bien exercée dans l'immobilier, vous voyez, hein, rien n'arrive par hasard non plus, les 2 baraques, à vendre et les délais ont fait que, j'avais toujours eu un attrait, pour les maisons. La preuve, hein, j'en ai acheté un peu trop, à titre perso. Du coup, je me suis dit: «Ben, si je suis plus policière demain, qu'est-ce que j'aurais envie de faire?» Et comme, quand j'étais dans la police, je faisais acheter tous mes collègues de bureau qui étaient pas propriétaires. Je leur disais: «Mais, pourquoi tu as pas acheté, hein?» Et finalement ils achetaient. Je me suis dit: «Mais j'aime beaucoup ce domaine donc, bah, je vais me reconvertir dans ce domaine-là». Donc j'ai décidé d'entamer cette reconversion. Je l'ai faite en double activité parce que zéro sécurité en tant que fonctionnaire, il y avait pas de possibilité à l'époque de partir avec de l'argent. Donc je l'ai fait ça en double activité. Les premiers temps, encore une fois, je sais ma capacité de travail, donc je suis allée à fond. Je me suis épuisée, j'ai travaillé jour et nuit et sincèrement, pendant 9 mois, j'ai travaillé la nuit dans la police. J'avais changé de service pour pouvoir, le faire et le jour dans l'immobilier et j'avais pris une nounou pour les nuits qui me coûtait 400 balles par mois, hein, je me rappelle bien, pour pouvoir lancer ça. Donc encore une fois, j'ai quand même pris des risques financiers. Au début où j'ai fait ça, j'étais au bord du surendettement, j'avais appelé, l'assistante sociale pour trouver des solutions, j'avais le droit à rien. Donc je me suis dit: «Bah écoute, tu vas y arriver, hein, de toute façon tu as 2 boulots, tu vas te reconvertir, ça va le faire».
J'ai fait une vente tout de suite parce que j'étais super à fond et super contente de faire ce nouveau travail. Une vente qui était pas significative parce qu'elle représentait même pas un salaire, police, on va dire, mais qui m'avait mis, vraiment dans les good vibes. Là, si on en revient aux fréquences vibratoires, j'avais eu la sensation que, ouais, j'étais à ma place. D'ailleurs, c'était drôle, on m'avait dit: «Ah mais ah ça se voit que vous êtes pas, enfin voilà, vous avez de l'expérience», et dans ma tête, je me disais: «Bon, ouais, non, je viens de commencer, mais c'est pas grave». Mais vous voyez, ça aussi, c'est un bon moyen de quand on fait comme si, quand on incarne tout de suite la peau, du personnage qu'on veut, devenir en fait, et ben ça marche. Et bon, ensuite on est arrivé dans l'hiver. L'hiver, en tout cas c'est la croyance que j'avais à l'époque, l'hiver, le marché immobilier, est beaucoup plus calme, donc j'ai commencé à avoir peur, encore, et donc il s'est pas passé grand chose pendant plusieurs mois. Et je commençais à douter, à me dire: «Bah, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je travaille tout le temps, il y a rien qui rentre», ça me coûtait même de l'argent, hein, de créer cette activité parce que j'avais des frais, pour celles qui sont entrepreneurs, vous savez que, quand on travaille, même quand on gagne rien, ça nous coûte de l'argent. Donc c'est un peu aberrant, mais c'est le cas. Et donc j'ai commencé à douter, à me dire: «Bon, bah, voilà, bah, tant pis, hein, je vais rester dans la place où je suis», et là, en fait, je me suis dit: «Mais non, 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 ça c'est pas envisageable, je veux plus, c'est plus ma place». Donc il y a eu une décision, radicale, mais quand je dis une décision radicale, c'est vraiment de moi à moi, en fait. Je me suis dit: «Mais je décide que je vais y arriver. Je décide qu'il y a pas de plan B, et ça va le faire, quoi». Et ça, cette décision, je vous invite vraiment à la prendre à l'issue de cette masterclass ou même maintenant, si vous voulez. Vous pouvez décider que l'argent, à partir d'aujourd'hui, va être, votre allié, en fait, va être à votre service, et que vous vous engagez vis-à-vis de vous-même à faire en sorte d'en faire votre ami, en fait, ou en tout cas d'être dans une neutralité vis-à-vis de cet argent, à le regarder différemment. Parce que quand j'ai décidé que, il y avait pas de plan B et que j'allais y arriver, et ben, c'est comme si, je me suis alignée à ce moment-là. Ma tête, mon corps, mon âme, mon cœur, tout le monde est allé dans la même direction. Et ce qui s'est passé derrière, ça a été, mais incroyable. J'ai décidé ça en moi-même. J'avais un appartement qui était en vente. J'ai reçu une proposition d'achat. Heu, le montant de la commission, une fois que j'avais retiré toutes mes charges, était exactement le même que mon salaire police mensuel. Et là, je me suis dit: «C'est un truc de fou quand même». C'était hyper risqué. Alors je vous dis pas de prendre des risques démesurés, faut pouvoir les assumer, faut être, voilà, en accord avec soi-même, d'accord? Mais là, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est un signe». Donc je prends une dispo. Et une dispo, ça voulait dire que 3 mois plus tard, je sortais des effectifs police et je n'avais plus, de revenus police. Je me suis dit: «Là, en fait, dans l'immobilier, il y a un délai de 3 mois pour pouvoir avoir, bah, sa commission, le temps que ça passe chez le notaire». Et bah, je me suis dit: «C'est pile poil, en fait. Je prends ma décision maintenant, je prends une dispo dans 3 mois. Dans 3 mois, j'ai plus de revenus. J'ai un mois de garantie avec cette vente». Garantie entre guillemets parce qu'on sait aussi qu'une vente immobilière peut péter, le prêt peut être refusé et cetera. Mais j'ai vraiment cru en la vie, en fait. Donc j'ai pris cette décision-là, j'ai pris une dispo, heu, avec quand même pas mal de contradictions internes, donc j'ai eu plein d'emmerdes aussi dans la police pour me laisser partir. Mais ça, c'est du détail. Non, je dis c'est du détail, mais ça reflète bien quand même comment je pouvais être en conflit intérieur. C'est-à-dire ce sentiment, d'abandonner quelque chose. Vous savez, pourquoi on a du mal à abandonner, des choses. Quand on est entre deux, en fait. Ce fameux entre deux, on l'a en miroir, en fait. Pourquoi il y a des fois des transitions qui sont hyper fluides et d'autres qui sont hyper compliquées? Bah, c'est directement lié à ce conflit intérieur qu'on nourrit sans même le savoir par moments. Bref, j'ai réussi à faire la bascule. Et là, à partir du moment où j'avais pris, juste fait mon rapport de demande de dispo, il s'est passé un truc, mais de fou. J'ai fait 12 ventes en 2 mois et demi. 12 ventes immobilières. C'est, quelque chose qui se fait en général sur une année, et encore, pas pour tous les agents immobiliers, concrètement. Donc c'est pas pour me vanter, hein, que je dis ça, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste pour expliquer ce qui s'est passé dans mon énergie. C'est que, j'y ai cru.
J'y ai cru et j'ai kiffé ce que je faisais. Ce qui fait que, c'était même plus une question d'argent. Vous voyez, je me faisais, je me rappelle, je m'étais fait un petit tableau avec mes ventes et je me fixais des objectifs comme un jeu. Et vous savez que ce sera le thème du mois de l'académie, faire de l'argent un jeu d'enfant. Bah là, c'était vraiment dans cette énergie-là que j'avais basculé parce que, à chaque fois que je vendais une maison, pour moi, c'était, je rendais une famille heureuse, en fait. Soit je la libérais parce que j'avais, connu ce que c'était que d'être bloquée, dans un divorce 3 ans avec une baraque sur le dos, par exemple. Donc soit j'apportais une énorme libération, soit j'apportais un nouveau cocon à quelqu'un qui cherchait, son nid et ça a été super important pour moi aussi toute ma vie, mon intérieur, que ce soit beau, que je m'y sente bien, que mon environnement me plaise et tout ça. Du coup, il y avait vraiment, c'était, jouissif pour moi de vendre des maisons. D'apporter, à la personne, ce qu'elle cherchait, parfois depuis des mois. Et moi, j'arrivais, elle me disait: «OK, je veux ça, ça, ça» et boum, on faisait 2 visites. «Ah mais je sais pas, j'avais pas prévu d'acheter aujourd'hui». «Ah bah, moi, vous me donnez vos critères, je trouve, hein». J'ai là, ça avait été vraiment le moment où j'ai pu, comprendre et j'avais toujours pas le mot, hein, le terme, hein, je le faisais pas en conscience, mais j'ai expérimenté la manifestation consciente. C'est tu te projettes. Donc moi, mes clients, quand je les rencontrais, je me projetais avec eux. OK, vous voulez ça, vous voulez ressentir ça, OK et moi je le vivais, ce qui fait que du coup, je magnétisais la maison. Je m'alignais aux fréquences, je m'alignais à la joie, que j'allais ressentir et que mes clients allaient ressentir et du coup on manifestait la maison. Et à contrario, parfois il y a eu des dossiers beaucoup plus compliqués, où j'étais clairement pas dans la joie. Donc je sais, je vous partage ça avec certitude, c'est que ce qu'on vit est toujours un reflet de ce qu'on ressent profondément en nous. Parce que c'est à partir de ça qu'on vibre. Donc c'est pour ça qu'il faut pas, chercher à être positif à tout prix comme j'ai pu le faire par moments. Parce que quand on fait ça, on vient camoufler toutes ces émotions qui cristallisent et on vient pas se donner l'opportunité de regarder, les vrais sujets qui font que, on répète, des schémas, qui nous maintiennent dans de la peur ou dans des situations qu'on n'a pas envie de vivre. Donc l'idée, c'est vraiment d'écouter ce qu'on ressent, d'aller observer qu'est-ce que ça vient réveiller. Vous voyez, comme je vous rappelle et je vous ai raconté tout à l'heure, c'est en direct que j'ai fait le lien avec, ma jument et le fait que je l'ai vendue parce que j'avais peur de pas assumer. Hem, Quand on s'autorise à laisser monter les émotions, on va aller chercher la racine du problème. Quand on est juste en train d'essayer de chercher une solution au problème, on va mettre des pansements pour avoir de l'argent, sur l'instant, combler, un sentiment de sécurité, immédiat, mais ce sera pas durable. Et je vais continuer mon histoire parce que du coup, j'ai été 7 ans dans l'immobilier et les 4 premières années, j'ai vraiment généré de l'abondance. J'avais jamais eu autant d'argent, et puis moi-même, en fait, sans dépendre ni de mes parents, ni de mon mari, ni voilà, je gagnais beaucoup d'argent. Hem, je crois que c'est ouais, c'est en août, donc j'ai arrêté la police en mai 2018 et en août 2018, j'ai eu, ma première paye que je trouvais énorme, en fait, où j'avais eu 27 000 € d'un coup et tu regardes ton compte en banque et tu es là: «Putain, OK». Donc genre tu te projettes 1 an en arrière où tu es, avec les assistantes sociales en train de chialer toute seule en disant: «Mais je vais jamais m'en sortir», je franchement, hein, je vous ai passé les détails, mais j'ai eu des peurs profondes à pleurer comme une petite fille, à me sentir, au fond du trou, tout en greffant, mon petit sourire, tous les jours, de façade parce que, j'avais honte de ressentir ça. Et ben, je suis passée, à un opposé totalement, inconnu pour moi et c'était cool, c'était vraiment chouette, mais en vrai, j'avais toujours aucune conscience de l'argent. Donc du coup, j'ai pas été une bonne gestionnaire, j'étais pas super à l'aise avec l'administratif, donc des fois j'ai laissé traîner des trucs, j'ai eu plein de petits rappels comme ça hem, qui venaient me montrer finalement qu'il y avait j'étais contente d'avoir de l'argent, mais j'en avais un peu peur, quoi. Mettre le nez dedans, vraiment regarder,
prévoir, gérer, faire grandir, tout ça, non, moi je voulais juste de l'argent, en fait. Donc ça a tenu comme ça, un certain temps et puis, malgré tout, je vous la raconte comme ça, c'est génial et tout, sauf qu'au début, c'est tout feu tout flamme parce que ton activité, elle te nourrit vraiment, et puis je crois qu'il y avait une grosse fuite aussi, j'étais à fond dans mon travail pour fuir, la réalité familiale qui était beaucoup plus complexe aussi et et à un moment, bah, tout ça m'a rattrapée, donc j'ai commencé à avoir peur aussi que ça dure pas. Voilà. Bah, tu l'as fait, mais est-ce que ça va durer encore? Et toutes ces croyances aussi qu'on entend autour de nous parce que, bah, il y a plein d'agents immobiliers pour qui ça marchait pas, et puis j'ai créé mon équipe. Donc il a fallu que je porte à la fois, mes propres peurs et celles aussi de mon équipe et au début, pareil, ça le faisait bien. Est arrivé le moment où je travaillais comme une folle, en fait. Ça, c'est septembre, 2019. Là, là, carrément, j'ai fait 12 ventes en un mois. Des trucs de fou. Sauf que c'était 12 nouvelles ventes et que j'en avais déjà 5 en cours qui allaient être actées. Donc ça voulait dire que déjà, juste sur le mois de septembre, j'étais 17 fois chez le notaire. Juste pour signer. Préparation de tous les dossiers administratifs, suivi de mes équipes. Du coup, voilà, accompagnement de mes équipes aussi, mes enfants, toujours, voilà, seule avec eux. Et à un moment, je me suis posée, c'est-à-dire que, je travaillais, tous les jours, du lundi au dimanche. Je me levais à 5 heures du matin pour faire, mon administratif, je m'occupais de mes enfants, je partais en visite toute la journée. Le soir, je mangeais avec eux, je travaillais encore et là, je me suis dit: «Mais j'ai choisi de faire ce métier pour mieux gagner ma vie, avoir plus de temps avec mes enfants, avoir une vie de meilleure qualité. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi j'en suis là?» Donc là, je vais revenir à la croyance aussi quand même, les modèles qu'on peut avoir de nos voilà, les modèles qu'on a autour de nous quand on est entrepreneur. Bah oui, bah en fait, pourquoi c'était possible pour moi d'aller dans cette direction? Parce que pour moi, c'était normal. Mon père, lui, il avait toujours énormément travaillé. Mon père travaillait 6 jours sur 7. Je le voyais à 20h30 pour un bisou et il allait se coucher et je le croisais le dimanche parce qu'il se reposait quand même aussi, et il était tout le temps éclaté. Donc c'était normal, voilà. Bah non. En fait, c'était, une réalité que j'ai côtoyée, mais à un moment donné, je suis arrivée à un point où je me suis dit: «Mais c'est non, c'est pas la vie que je veux vivre, en fait». Donc je savais que c'était pas la vie que je voulais vivre et à la fois, je savais pas comment j'allais faire pour la vivre autrement non plus. Enfin, si rien n'avait changé, j'avais quand même déjà des pistes, hein, je devais prendre quelqu'un pour l'administratif et cetera. Mais la vie a fait que j'ai rencontré, Yann, mon chéri, et à ce moment-là, donc lui très vite, lui ça a été un gros miroir aussi, hein, pour plein de choses. Très vite là, bah, j'avais pas beaucoup de temps pour le voir. Donc en gros, il m'a dit: «Mais, ton rythme là, c'est compliqué quand même pour construire quelque chose». Je dis: «Oui, oui, mais bon, voilà, je vais mettre des choses en place, tout ça, ça va changer». Et et voilà, il se trouve que quelques mois plus tard, on a décidé de partir en Bretagne et alors j'étais dans un état de confiance mais absolu. C'est-à-dire que il y avait rien qui pouvait m'arrêter. On était en plus en week-end en Bretagne, juste le temps d'un week-end. J'étais tellement magnétique que j'avais, une dizaine de mandats potentiels à prendre en arrivant en m'installant. En prenant un Airbnb pour un week-end, j'avais rencontré un marchand de biens qui m'avait mis en relation avec, d'autres personnes. Enfin, vous voyez comment quand on est dans la confiance, les opportunités qu'on peut magnétiser. Donc je suis partie, j'avais plein de sous sur mon compte, pro. J'avais du travail qui m'attendait. J'avais une confiance absolue sur le fait que j'avais déjà réussi une fois et que j'allais encore réussir, même si c'était un nouveau secteur. Ouais, tout allait bien se passer. Et donc là, on arrive en mars 2020 et on s'installe la veille du premier confinement. Et alors, comme je suis en train de vivre mon idylle amoureuse, j'ai même pas calculé que le Covid c'était sérieux. J'ai absolument pas vu venir qu'on allait être enfermés. J'étais sur mon nuage. Et je découvre, sur l'autoroute, dans le camion de déménagement, que toutes les stations-service sont fermées, que, enfin, ça semble être la merde quand même. J'allume la radio et là, je capte que, bah, je m'installe dans une région dans laquelle, j'ai aucun repère.
je connais rien, je sais même pas où faire mes courses, et qu'en fait, bah, demain, je suis enfermée pour une durée indéterminée. Je vous fais le scénario court, vous imaginez le sentiment de peur parce que finalement, je sais toujours pas aller travailler mes peurs. Donc là, alors que tout va bien sur le papier, eh ben, j'ai manifesté une seconde big catastrophe parce que j'ai flippé à mort. Donc j'avais quand même 12 ventes qui étaient en cours, qui devaient se signer dans les mois à venir. Sur les 12, il y en a 6 qui ont pété, ce qui m'était jamais arrivé. Voilà. À partir du moment où j'ai flippé, voilà ce qui s'est passé. 6 ventes qui ont pété, un rappel de l'URSSAF de 20 000 balles, alors que j'arrêtais pas de demander à la comptable, c'est sûr, hein, il y aura pas, non, 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 c'est bon, allez hop, bim, tu flippes, 20 000 balles à l'URSSAF. Donc, vous imaginez encore quand je reçois le courrier, je fais qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien, qu'est-ce qui se passe? Je vais encore tomber dans un truc de merde. Bref, je gère tant bien que mal, ça va pas trop, hein, honnêtement. Je supporte pas d'être enfermée, je comprends pas ce qui se passe, j'ai peur, je sais pas ce que c'est que ce Covid. Enfin, c'est un peu la panique et franchement, je tombe dans un. Je pense que je peux parler de dépression aujourd'hui, même si à l'époque je mettais pas les mots. Mais bon, quand on passe 3 quarts de la journée au lit et, et qu'on a envie de rien, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Euh, Malgré tout, quand même, des bonnes surprises, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de sortir, mais quand même juste dans mon lotissement, je sors, je rencontre mes voisins qui m'annoncent que leur maison est à vendre et qu'elle vaut 1 million. Ils me donnent le mandat. Génial, 28 000 de com, tout va bien. Et ben, j'ai quand même trop peur. Donc, je trouve un acheteur, mais l'acheteur se retire et c'est une autre agence qui vend la maison. Ben voilà, c'était vraiment un reflet de cette bataille interne de ça va aller, non, c'est la merde, ça va aller, non, c'est la merde. Ben, en fait, c'est vraiment de prendre conscience de ce pouvoir de manifestation qu'on a, de cette intensité qu'on a, et, et de cette capacité de revenir en son centre, en fait. Avoir peur, c'est pas le sujet, on a tous des peurs. Par contre, être capable de les canaliser, de les observer, de les rassurer et de revenir se centrer sur ce qu'on a envie de créer, ben ça change tout. Parce que je vous garantis que je suis persuadée qu'on n'est pas là pour créer des catastrophes. Il y a des choses qu'on doit apprendre, donc la vie va les mettre sur notre chemin pour qu'on les apprenne. Mais par contre, je pense pas que j'avais besoin de revivre ça encore et encore. Mais il faut croire que si, parce qu'après, ça a été mieux. Ça a été beaucoup mieux. J'ai commencé à, voilà, quand on a pu ressortir, j'ai commencé à mettre des choses en place, à créer un nouveau réseau. Donc ça a été. Et à un moment, en fait, assez vite, je crois qu'en Bretagne, je suis pas arrivée là par hasard non plus. Je suis venue me guérir émotionnellement. C'est-à-dire que il y avait des choses que j'avais fui toute ma vie, le décès de ma mère, bah, ce divorce hyper compliqué, des problèmes avec mon fils que j'avais avec moi et sur lesquels je mettais un gros mouchoir parce que c'était trop dur de regarder ça. Et, euh, et en fait, bah, le fait de vivre tout ça et d'être en Bretagne, je suis venue accueillir tout ça. Euh, et c'était juste au final. Parce que peut-être il y a 2 ans, j'ai commencé à avoir des envies qu'est-ce qui me plaît vraiment dans l'immobilier. En Bretagne, j'ai pas trouvé mon compte dans les histoires de. Enfin, en Île-de-France, je sais pas, il y avait une espèce de mission où je pouvais vraiment aider les gens à trouver leur bonheur. C'était aligné à moi. En Bretagne, c'était un marché qui était très spécifique, avec beaucoup de résidences secondaires, avec très peu d'élus. Finalement, les gens qui avaient pas des gros budgets, bah, ils pouvaient pas avoir ce qu'ils voulaient, et je m'y retrouvais pas. Voilà. Donc ça perdait de sens. Et par contre, ce qui m'animait beaucoup, c'était d'accompagner mes équipes, de les aider à développer leur potentiel. Je m'étais formée au magnétisme entre-temps, donc je les coachais et ça me faisait kiffer. Et donc, il y avait une part de moi qui se disait, j'ai envie de me dédier à ça, en fait. Je voudrais vraiment juste accompagner les gens. L'immobilier, c'est devenu trop restrictif. Mais en même temps, tout de suite, une autre part de moi, encore cette dualité, qui venait dire, bah ouais, mais attends, regarde tout ce que tu as construit.
J'avais quand même des revenus récurrents avec mes équipes qui tournaient autour de 4 000 € par mois. Donc, il y a des équipes qui tournent beaucoup plus, mais en tout cas, il y avait un attachement et une peur encore de perdre ça. Est-ce que je suis capable de générer des revenus à nouveau toute seule? Bref, donc il y a eu tout un tas de questionnements, des problèmes, des difficultés financières liées à ça, de la double activité pour pallier à des difficultés, notamment à cause de l'URSSAF, là où il y avait un échéancier. Donc finalement, tout ce que je gagnais, je le donnais à l'URSSAF. Et à un moment, je me suis encore épuisée. En fait, j'en faisais toujours plus en espérant, je sais pas, ouais, colmater les fuites. Sauf qu'en fait, je m'épuisais. Et à un moment, je suis arrivée à un point où j'ai pris des vacances, en fait, ce que j'avais pas fait depuis 2 ans, tellement j'étais empêtrée dans le faut toujours travailler plus pour pouvoir s'en sortir, en fait. Mais au bout de 2 ans, j'ai pris des vacances et ah oui, comme quoi les choses sont bien faites. C'est-à-dire qu'à un moment, quand j'ai pris un emploi secondaire à côté, c'était encore un emploi de nuit et j'ai travaillé, j'ai fait des ménages dans une maison de retraite et j'étais seule toute la nuit. J'avais aucun contact, quasiment. Et du coup, ces nuits-là, c'était les seuls moments où je me retrouvais seule avec moi-même, parce que bon, on n'a pas besoin de réfléchir pour laver quelque chose, hein, on va dire. Du coup, ça m'a laissé énormément de temps pour m'écouter, écouter mes envies, écouter mes peurs, écouter les directions que j'avais envie de prendre. J'ai écouté énormément de podcasts aussi à ce moment-là, et puis j'ai commencé à voir les choses autrement, à voir que la vie, elle pouvait être différente. C'est là que j'ai découvert les rituels de lune aussi, et que j'ai commencé à manifester avec la lune. Et, euh, et là, je me suis dit, bon, je croyais toujours que c'était dans l'immobilier que j'allais vraiment continuer d'une autre manière. Et puis en fait, non, la vie, quand j'ai commencé à dire oui, quelque part, à écouter ma mission d'âme, on va dire, la vie, elle m'a recadré, quoi. C'était pas l'immobilier, c'était pas dans ce réseau, c'était pas avec les personnes qui m'entouraient. Clairement, il y avait du ménage à faire. Et en janvier 2000, donc j'ai pris ces fameuses vacances en décembre 2022, 10 jours. Et quand j'ai repris le boulot, alors que j'étais en pleine forme pendant les vacances, j'ai repris le boulot, j'ai fait une journée de formation dans mon réseau immobilier. Je suis rentrée chez moi le soir, j'ai vomi, mais alors en même temps que ça se passait, dans ma tête, c'était en train de vomir ton boulot, en fait. Et là, j'ai dit, ok, c'est la fin, c'est terminé. Je vais vendre mon équipe et je vais arrêter de faire ce que je fais. Donc j'ai pris la décision. Quelques jours avant, pendant les vacances, j'avais fait un rituel de lune dans lequel j'avais marqué je manifeste de sortir de ma vie tout ce qui est toxique et m'empêche d'aller vers ma plus belle évolution. Un truc dans le genre. J'imaginais pas du tout le raz-de-marée que ça allait provoquer, parce que ça a été vraiment un cataclysme. Toute mon équipe d'immobilier, donc c'est-à-dire une trentaine de personnes que j'avais accompagnées pendant 5 ans, pour lesquelles, et je vous le dis en mode victime, mais je me sens pas du tout victime du truc aujourd'hui. Mais c'est juste pour vous remettre l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque, c'était putain, mais j'ai tout donné pour eux, là, et au bout de 5 ans, en fait, ils se retournent contre moi, ils se redistribuent mon équipe, en fait, je me suis fait éjecter de mon réseau. J'avais un acheteur pour acheter mon entreprise. C'était génial, en fait. Pendant les vacances, ce qui m'était venu, c'est je vends. Mon équipe, je savais qu'elle valait à peu près 120 000 €. Je vends, je rembourse mes dettes URSSAF et je crée mon activité qui est vraiment alignée à qui je suis aujourd'hui. Et c'est bon, en fait. J'ai compris, ça y est, je suis sur mon chemin spirituel, c'est formidable, les portes s'ouvrent. Bah oui, mais non. Parce que, en fait, si ça s'était passé comme ça, je serais toujours pas allée travailler en profondeur sur mes peurs, notamment financières. Et là où je vous dis que les peurs financières, c'est pas la racine du problème, c'est qu'en fait, ce qu'elle s'est venue refléter, c'était ma valeur. Voilà. Mon niveau d'argent sur mon compte en banque représente ma valeur. Euh, Il y avait le fait que je suis en sécurité si j'ai de l'argent, sinon je suis pas en sécurité. Je suis libre seulement si j'ai de l'argent, sinon je suis pas libre. Toutes ces associations qu'on fait, et en fait, la vie,
m'a fait vivre, je pense, la plus grosse épreuve, en me disant, enfin la plus grosse, non, c'est pas la plus grosse, ça reste que du financier, mais n'empêche que quand je l'ai vécu, j'ai eu vraiment l'impression que tout s'effondrait. C'est-à-dire que là, du jour au lendemain, je me suis fait virer, genre le 27 janvier, et j'aurais dû avoir mes récurrences du mois de janvier. Du coup, je n'ai même pas eu l'argent du mois de janvier. Donc, je me suis retrouvée sans un sou du jour au lendemain, avec déjà des dettes en cours. Et là, pareil, scénario catastrophe s'est mis en route. Sauf que cette fois, j'avais beaucoup plus de conscience, donc je l'ai très vite stoppé. Mais le premier scénario, c'était la honte et je vais finir à la rue, ça se trouve, et mes enfants, ils vont connaître les huissiers, on va se faire saisir. Enfin, c'était parti, quoi. Et après, très vite, je pense, parce que justement, il y avait eu tout cet alignement depuis quelques années où quand même je prenais beaucoup plus soin de moi, j'écoutais, j'écrivais, je manifestais, etc., etc. Et là, je me suis dit non, en fait, t'arrêtes tout de suite ça. C'est un, c'est une initiation. Et tu sais que t'es pas destiné à ça. C'est une initiation. C'est pour que tu puisses vraiment aller en profondeur sur certains sujets. Et Nathalie, tu t'en rappelles, je suis sûre, parce que du moment où j'ai perdu mon taf, je me suis dit bon bah tant pis, il va falloir revoir mes plans. J'ai ma nouvelle activité, mais je vais trouver un job alimentaire. Donc j'avais envoyé un message à Nathalie en lui disant j'ai mis une annonce sur le Bon Coin pour faire des ménages. Tu connais pas quelqu'un? Elle me dit bah attends, j'ai vu une personne qui a une conciergerie de luxe. Elle cherche du monde. Si tu veux, je te mets en relation. Et en fait, j'ai trouvé du taf. Euh, Bah, dès le lendemain, je l'ai vu cette personne. Donc j'ai trouvé du taf tout de suite. Au début, c'était juste pour du ménage. Finalement, un mois après, elle m'a dit, bah, écoute, en fait, je voudrais que tu sois ma gouvernante. Du coup, je me suis retrouvée à gagner à peu près 2 000 € pour 25-28 heures par mois. J'ai pu quand même aussi continuer à développer mon activité. Et les choses se sont remis en route petit à petit. À côté de ça, je suis passée aussi par aller demander de l'aide alimentaire à la mairie, aller voir des assistantes sociales, tout ce qui était hyper honteux pour moi de faire. Là, je l'ai fait. Et là, c'est comme s'il y a une nouvelle réalité qui s'est ouverte. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, il y a de la solidarité, que souvent c'est nous qui nous mettons dans des cases, qui nous enfermons avec des jugements sur nos propres situations. Oui, il y a des gens qui sont pas, voilà, qui sont pas clean. Mais en vrai, même là-dessus, j'ai regardé tout ce que j'avais vécu, parce que j'ai eu un gros manque de confiance. Après, c'est à qui je peux faire confiance ou pas. Mais quand j'ai regardé avec honnêteté, toutes les personnes pour lesquelles je me suis sentie trahie, en réalité, je savais que c'était une éventuelle, enfin, c'était une possibilité. C'est juste que je voulais pas le voir. Et qu'à cette époque-là, j'avais besoin d'être entourée pour me sentir aimée. Donc, vous voyez, c'est toujours, on en revient toujours à ce sentiment de solitude, en fait. Comment t'es quand t'es tout seul avec toi? Comment t'es quand t'as de l'argent? Comment t'es quand t'en as pas? Là, je me suis retrouvée sans rien. Et, et j'ai appris à m'aimer même sans rien. Et justement, je me suis prouvé que même sans rien, ben, en fait, je pouvais tout créer. Et en fait, ma vie, ça a été beaucoup ça. Construction, déconstruction, construction. Et le truc, c'est que maintenant, je sais tout ce que j'ai appris dans ces expériences-là. Donc, je vais plus avoir besoin de tout démolir pour construire. Je vais juste pouvoir progresser. Au lieu de mettre beaucoup d'énergie à résoudre des problèmes que j'ai moi-même créés, à tirer en tout cas, inconsciemment, eh ben, je mets mon énergie sur mes rêves. Et c'est ça qui me drive. Et quand je fais ça, bah, l'abondance, en fait, quand je suis dans le cœur, que je fais quelque chose avec cette confiance que si j'en rêve, c'est que c'est pour moi, que c'est déjà une réalité disponible, et ben mes vibrations, elles s'élèvent. Et en fait, bah, l'argent, il arrive, ou l'aide, ou ça prend plein de formes, en fait. En tout cas, l'abondance. Et si on m'avait dit que, voilà, je serais en Irlande aujourd'hui et que je vivrais de cette manière-là, voilà, j'aurais eu des doutes. Donc, je sais pas ce que vous vivez financièrement. Des fois, on n'a même pas de difficulté, hein. Je vous l'ai dit, quand je suis arrivée en Bretagne, je n'avais aucune difficulté financière. Ça allait très, très bien. Mais la peur était plus forte que ce que je voyais, en fait.
Donc je l'ai créé. Donc je vous invite vraiment à faire le point sur, ce que vous vivez, à vous détacher de ce que vous avez sous les yeux parce que même si c'est la merde, factuellement, ça peut être autrement. Je vais plutôt vous concentrer sur ce que vous ressentez avec, vous-même. Est-ce que vous vous donnez ce dont vous avez besoin? Est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous posez des limites avec les gens? Est-ce que, vous honorez l'argent? Quel regard vous portez sur l'argent? Vous voyez? Parce que c'est toutes ces associations inconscientes qu'on a fait aussi, en fait. S'il y a une part de nous qui pense que l'argent, ça rend con ou que, on fait n'importe quoi quand on a de l'argent, ou que, c'est dangereux d'avoir de l'argent, ben, en fait, OK, on manifeste, hein, donc on va manifester à partir de ces vibrations-là. Voilà, en gros, mon histoire financière. Hem, J'espère que ça pourra vous aider, en fait, à comprendre qu'en fait, on a tout le temps le choix et que l'argent est vraiment, un amplificateur. Hein. Je voudrais juste apporter une précision là. Ne buvez pas mes paroles, hein, il faut que ça vous parle, mais pour moi, on est vraiment dans un changement de paradigme en ce moment. Les énergies de la Terre, elles s'élèvent énormément. Du coup, la Terre, c'est un endroit de dualité. Donc en fait, il y a des gens qui vont rester très terre à terre, et il y a d'autres gens qui s'élèvent. Et c'est pas une histoire de dire ils sont mieux, ils sont moins bien. C'est juste un état. Mais l'humain a été contraint, l'humain a été un esclave, l'humain a été diminué pour pas qu'il prenne trop de pouvoir. On est tous des êtres puissants. La vie, les dernières années qui viennent de se passer, notamment pour des personnes particulièrement empathiques et qui vont avoir, voilà, peut-être des pouvoirs de guérison, des pouvoirs des capacités, des dons. On en a tous, mais on n'est pas tous faits pour les utiliser. Il y en a qui vont choisir de servir l'ombre et la peur, et d'autres serviront de choisir l'amour et la lumière. Je pense ici qu'on est tous, on a toutes choisi la lumière. Le truc, c'est que quand notre lumière se révèle, ça crée des attaques de l'ombre aussi. En fait, ouais. C'est pas pour faire le scénario catastrophe, c'est juste une histoire de loi de l'univers. Voilà, il y a la polarité, elle est là, et c'est pour ça que déjà en nous, le premier boulot avant de regarder que c'est la merde dans le monde, c'est le chaos, hein, chacun regarde à l'intérieur de soi et il regarde si c'est pas le chaos. Si c'est le chaos, c'est à nous de nous apporter la paix, c'est à nous de rééquilibrer l'intérieur. Et quand ça, c'est vraiment en équilibre, qu'en tout cas, la pensée majoritaire, la vibration majoritaire, elle est de je suis puissante, j'ai un pouvoir de manifestation, je crée ma réalité. Plus on va cultiver cette foi et qu'on va en être persuadé, plus on va être capable du coup de se mettre en mouvement pour créer vraiment une nouvelle réalité. Arrêter d'avoir des pensées dans un sens puis dans l'autre. Oui, c'est ça en fait qui fout la merde. C'est vrai, quand on commande à l'univers, on reçoit une commande, elles sont souvent hyper, hyper Elles sont recevoir. Hein. en dans ça. Parce que c'est pas quand on a honte, par exemple. Imagine, voilà, bah moi je veux de l'argent. Ok, super. Je veux de l'argent, mais en fait, comment je demande à l'univers en m'inquiétant tout le temps? Bah l'univers, lui, il comprend pas que je veux de l'argent. L'univers, il reçoit ma vibration de manque, de frustration, de peur, et il répond en miroir à cette fréquence. Donc, je reçois des situations qui continuent à alimenter ce que je suis en train de ressentir. Donc, c'est toute la difficulté, c'est de s'extraire de l'expérience. J'arrête de croire ce que je vois. Ce que je vois, c'est le résultat de mes vibrations passées, et je me concentre sur ce que je veux créer. Et donc, je m'imagine déjà en train de vivre cette réalité. Et je l'imagine pour la vibrer, pour la ressentir, tout en étant aussi assez souple sur la forme que ça va prendre, en tout cas de savoir qu'est-ce qu'on veut ressentir. Moi, je sais que voilà, je veux ressentir de la liberté de faire des choix sans jamais me poser la question de combien ça coûte, de pouvoir vraiment totalement choisir avec mon cœur. Ok, ce truc-là, il m'appelle. C'est pas voilà, c'est pas une difficulté. Si ça m'appelle, je sais que je vais créer, recevoir l'aide, l'argent sous n'importe quelle forme.
la possibilité de vivre cette expérience. Et en fait, ça va être de tenir cette fréquence sans tomber non plus dans le truc d'ignorer les défis sur le chemin. C'est comme un jeu vidéo. Voilà, si on veut passer au niveau 10, les, voilà, les épreuves, le jeu va un peu s'amplifier, quoi. Mais tout, absolument tout ce que l'on vit et qui est placé sur notre chemin, c'est parce que notre âme est capable de le dépasser, de le transcender. Quand tu as été vraiment en galère et que tu sais que ce que tu es en train de créer, c'est vraiment le fruit de ton alignement, de l'ouverture de ton cœur, etc., c'est indescriptible en fait. Si tu résous pas ton problème tout de suite, regarde que tu manques de rien. Ouais. C'est d'arriver à cultiver la gratitude même quand il n'y a pas grand-chose, parce qu'en fait, ça aussi, j'ai vécu des trucs assez incroyables. Une fois où il fallait que j'emmène les enfants en vacances, un fameux mois de juillet où j'avais 4 € pour faire mes courses, et heureusement, mes enfants étaient en vacances. Donc avec mes 4 balles, je me suis dit, bon, je fais quoi? J'achète des pâtes ou de l'huile d'olive ou du beurre. Et j'avais un gros dilemme parce que je devais emmener mes enfants en vacances. Il fallait que je fasse mon plein. Et en fait, la veille, je savais pas comment j'allais faire mon plein. Voilà, il y avait rien qui était censé arriver. Et je me rappelle même plus comment c'est venu, mais j'ai eu un virement, un remboursement. Enfin, je sais plus quoi exactement, mais j'ai eu juste de quoi faire mon plein. Et en plus, j'aurais pas eu de quoi manger sur la route. Et ben finalement, j'étais invitée, parce que c'était en Touraine, et j'étais invitée chez mon oncle et ma tante qui habitaient en Touraine, qui nous ont fait un banquet, sans déconner. Ils savaient pas du tout la situation dans laquelle on se trouvait, mais on a été reçus comme des princes. Et finalement, et ben du moment où j'ai réussi à me détacher de mon Dieu, j'ai tant sur mon compte, bah, j'ai vu que même sans argent, en fait, j'avais tout le temps de l'aide, du soutien, une opportunité, et que c'était, je sais pas, la gratitude prenait tout son sens. Donc ouvre ton cœur, voilà, va chercher tout ce pourquoi tu es reconnaissante, et tu vas voir, c'est continu, ça va porter ses fruits, j'en suis sûre. Voilà. Ok. Bon, bah j'ai été bien bavarde, j'ai débordé, changé. J'espère, même si je sais que c'est un sujet qui peut être un peu lourd, mais j'espère en tout cas vous avoir partagé des choses qui vont vous permettre de regarder peut-être les choses sous un autre angle, d'aller arracher les mauvaises herbes pour pouvoir vraiment créer un terreau fertile, et je vous le souhaite, vraiment faire en sorte que l'argent reprenne sa place, d'être à notre service, de nous permettre de réaliser ce qui est super important pour nous de vivre, parce qu'on l'a choisi, parce qu'on est venu incarner des choses, une mission d'âme, voilà, il y a tout un tas de choses qui aujourd'hui se fait notamment par l'argent. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'avoir l'argent pour commencer à se mettre en mouvement dans ces projets, hein. Ça aussi, c'est des choses qu'on verra pendant le programme de l'académie. Donc pour ceux qui font pas partie de l'académie, si vous avez envie d'aller plus loin, il y aura à partir de lundi prochain, c'est sous le même format en fait. Et pendant 3 semaines, on vient vraiment décortiquer ce sujet euh, pour aller travailler l'inconscient en fait. Voilà, mettre le doigt sur tout ce qui peut coincer, de manière à ce que cette question n'en soit plus une en fait, qu'on puisse se concentrer sur les vrais sujets. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de construire? Qu'est-ce qu'on a envie de manifester? Qui on est réellement? Et parce que c'est ça, moi qui m'intéresse vraiment. L'argent, là, je le mets dans l'académie, mais j'ai plus envie d'aborder cette question dans d'autres programmes comme Truth, par exemple, parce que le but, c'est juste de pouvoir incarner sa nature divine, être voilà, dans son plein potentiel, avec ses dons qu'on a tous, et lâcher les vieux dossiers. Donc, je vous laisse revenir vers moi s'il y en a qui ont envie d'avoir des infos sur l'académie. Je vous remercie d'avoir été, merci Myriam, d'avoir été présente. C'est libérateur même pour moi en fait. Vous voyez, ça permet d'aller encore plus en profondeur. C'est des sujets que je lâche pas, hein. C'est pas parce que j'ai travaillé dessus que je travaille plus dessus. Parce que j'ai des grandes ambitions financières et que il y aura rien qui viendra me freiner en fait. Voilà, c'est décidé.